Mais on a 3 quand même conceptions qui sont très, on va dire connues. Ce sont les plus connues, hein. Je sais pas, toutes les conceptions qu'on a dans la littérature. Je vous présente 3. Donc la première, c'est la conception, de Gardner, la théorie de l'intelligence multiple. C'est une conception très vulgarisée. En tout cas, en France, elle est beaucoup utilisée dans le monde éducatif, à l'école, mais elle ne fait pas, consensus, donc auprès des chercheurs, même si elle est très utilisée par les enseignants, dans l'éducation nationale. On a les 2 autres conceptions, à savoir le modèle CHC, donc pour ceux qui connaissent le WISC, donc c'est sur cette base, pardon? Donc sur la base de ce modèle qui a été conçu, le WISC. Et puis on a la théorie triarchique de l'intelligence de Sternberg que je vous présenterai. Donc ces 2 modèles, le CHC et la théorie triarchique de l'intelligence, sont aujourd'hui acceptés par la majorité des chercheurs. Alors qu'est-ce que c'est cette théorie de l'intelligence multiple? Donc, elle offre, on va dire, une vue plurielle de l'intelligence, parce que, c'est une conception, on va dire, qui présente l'intérêt de proposer cette vue plurielle, qui n'est pas nouvelle, hein, d'ailleurs, en prenant comme base des individus atypiques, les données de la neurologie et l'analyse de talents particuliers. Il y a en fait, à peu près 9 types d'intelligence ici, à savoir, l'intelligence, linguistique, les logico-mathématiques, spatiale, intrapersonnelle, interpersonnelle, kinesthésique, musicale, naturaliste et cetera. Il en manque une, oui, existentielle ou spirituelle, voilà. Donc, ce sont des intelligences qui définiraient des styles d'interaction avec le monde extérieur et pourraient de fait permettre d'envisager autrement l'apprentissage et l'éducation de façon à introduire une meilleure synergie entre des caractéristiques individuelles et les objets des apprentissages. Mais en fait, Gardner, il ne s'engage pas dans une voie nouvelle, hein, parce que on va voir que l'intelligence multiple, ce n'est pas son invention. Mais le problème, c'est que ces concepts très vulgarisés, ils troublent, les chercheurs dans le domaine de l'intelligence parce que les justificatifs théoriques ne sont pas fiables. Il y a une grande absence de véritable opérationnalisation de ces concepts et ce qui fait que ça nuit à sa démonstration. Donc voilà, mais dans le monde éducatif et scolaire, c'est très utilisé. Donc moi, dans mon cabinet, je l'utilise même si je sais qu'elle n'est pas adaptée, enfin, que scientifiquement n'est pas, on va dire, approuvé, mais pour, aider les enfants à réparer leur estime de soi, les aider à apprendre à apprendre, c'est intéressant. Mais pour évaluer des enfants, c'est pas ce qu'il faut utiliser. Mais de toute façon, on n'a pas un test, qui s'appuie sur cette théorie. Voilà. Alors on a la deuxième théorie que je vous ai dit, c'est la théorie triarchique de l'intelligence de Sternberg, que j'aime particulièrement. Elle est complémentaire au dominant. Elle est complémentaire au modèle dominant que je vais vous présenter, donc le CHC. Elle est plus intégrative et puis, elle est peu vulgarisée, mais elle est très novatrice. Il y a 3 types d'intelligence dans cette, on va dire, théorie. L'intelligence analytique que nous savons très, très, très bien évaluer aujourd'hui. D'ailleurs, on n'évalue que ça, hein, nous les neuropsychologues, qui est très lié aussi avec, l'apprentissage scolaire. Il y a aussi l'intelligence créative et puis l'intelligence pratique. Concernant cette intelligence analytique, eh bien, c'est cette capacité d'analyser de problèmes abstraits qui sont généralement de type scolaire. C'est une intelligence académique et bien évaluée par, comme je vous ai dit, nos tests classiques. C'est un peu tout ce que vous avez dit depuis tout à l'heure, la rapidité, l'adaptation au contexte, plusieurs aptitudes, etc.
Et puis, vous avez l'intelligence créative. Donc là, on sort du domaine aptitude cognitive, on va plus vers aptitude sociale. Elle utilise l'intuition, la créativité, l'automatisation afin de s'adapter à la nouveauté. Et puis l'intelligence pratique, c'est cette adaptation aux problèmes du quotidien en tenant compte des contraintes de notre environnement. C'est pour cette raison que je vous ai dit que cette théorie très hiérarchique de l'intelligence de Sternberg est plus intégrative. C'est-à-dire elle intègre plusieurs composantes de la vie de tous les jours, contrairement à celle qu'on va voir maintenant, CHC. Donc les tests classiques qui sont issus de notre modèle dominant, qui est toujours dominant. Donc les tests classiques qui sont issus de notre modèle dominant, qui est le CHC. Carole Orné-Cattel, c'est ce que je vais présenter. Comme je vous ai dit, évalue une intelligence académique. Là, il ne faut pas l'oublier, comme on a les enseignants avec nous aujourd'hui. Quand il faut savoir que toutes les performances au WISC, que ce soit le WISC 4 ou le WISC 5, en tout cas, ils sont corrélés avec la capacité d'apprentissage académique. Donc, plus l'enfant a de meilleures performances dans le WISC, plus il a des capacités à s'en sortir à l'école. Mais c'est juste à l'école. Mais elle est insuffisante pour rendre compte de tous les aspects de l'activité intellectuelle. Ça veut dire que si on admet que le WISC évalue toute l'intelligence, cela veut dire que les enfants qui ne vont pas à l'école n'ont aucune intelligence. Donc, il est vraiment insuffisant, le WISC, pour se rendre compte de tous les aspects, en tout cas, de l'activité intellectuelle. Alors, ce que l'on doit retenir maintenant de cette théorie, la deuxième de Sternberg, de sa conception, c'est que le modèle classique de l'intelligence, ce que je vais vous présenter tout à l'heure, il met l'accent sur l'aspect académique de l'intelligence, comme si l'intelligence ne concernait que le milieu scolaire. Et aussi, autre chose qu'il faut souligner dans, on va dire, cette conception, c'est que le concept d'intelligence est relatif et il a une forte relation avec son contexte social et culturel. Chaque culture, chaque société a sa propre intelligence. Donc, c'est intéressant de donner la définition de Piaget de l'intelligence, mais est-ce que la définition de Piaget de l'intelligence est adaptée à la culture des enfants marocains? Maintenant, on arrive à ce fameux modèle dominant qui est la base de la plupart de nos tests, également ou notamment le test de Wechsler, tous les tests de Wechsler en tout cas, surtout donc, le WISC, WISC 4 ou WISC 5. Donc CHC, ça vient d'un synthèse de deux modèles, celui de Carroll et celui de Cattel et Horn. C'est pour ça, on va dire, il porte le nom de ces constructeurs, Cattel, Horn et Carroll. C'est pour ça qu'on l'appelle CHC. Donc, il souligne la grande diversité des composantes de l'intelligence. Parce que oui, ce modèle-là, il est vraiment... c'est un modèle synthétique, c'est très clair, mais quand même, on va voir à quel point les composantes de l'intelligence qu'il souligne, en tout cas, ils sont diverses et variées. Mais il ne faut pas oublier que le CHC, c'est juste une classification hiérarchique. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez la base ici, le strat 1, le niveau intermédiaire. Je ne sais pas ce que vous voyez la souris quand je la bouge? On voit ma souris quand je la bouge? Oui. Oui, oui. Alors, vous avez le strat 1. Donc, comme je vous dis, c'est une classification hiérarchique des compétences cognitives élémentaires en 3 niveaux. Niveau 1, niveau 2, et puis troisième niveau, ce qu'on appelle le facteur G. En tout cas, le premier niveau que vous avez ici, donc ce qu'on appelle nous le strat 1, est composé d'une centaine d'aptitudes spécifiques.
Après, vous avez le niveau intermédiaire, qui est composé plus ou moins de 16 grandes dimensions. Donc, chaque dimension donne lieu à plusieurs d'autres. Et puis, vous avez le niveau supérieur qui correspond à ce qu'on appelle le facteur GG, au facteur général d'intelligence, qui ne fait pas d'ailleurs consensus. Donc, c'est un modèle structural de l'intelligence. Donc, comme je vous ai dit, il fait une sorte de synthèse entre une conception unidimensionnelle, donc une seule dimension, c'est celle-là, unidimensionnelle de l'intelligence, comme le facteur G de Spearman, et la théorie des intelligences multiples, comme celle de Gardner que je vous ai montré au début. Donc là, il fait la synthèse entre ces deux modèles. Donc ces aptitudes, elles sont bien sûr indépendantes les unes des autres. Alors, il propose une taxonomie d'aptitudes cognitives humaines censée représenter les différents éléments constitutifs de l'intelligence. C'est la plus influente, cette conception, sur la conception de nos tests, notamment, comme je vous dis, les échelles de Wechsler. Mais cette théorie n'est pas une théorie, donc il faut vraiment souligner ça, mais bien une classification hiérarchique d'ailleurs, d'un ensemble d'aptitudes élémentaires. Ce sont donc des construits aux variables latentes. C'est quoi un construit ou une variable latente? C'est un facteur qu'on est en train d'évaluer, comme par exemple la capacité linguistique, ou si on prend par exemple le WISC, admettons un des sous-tests de l'indice de compréhension verbale similitude, on évalue à travers ce test-là la capacité d'abstraction verbale, la capacité chez l'enfant de faire de l'abstraction verbale. Donc, c'est ça une variable latente. Donc, c'est un ensemble de variables. C'est un ensemble de construits qu'on trouve dans ce modèle-là, qui sont, on va dire, supposés rendre compte de l'organisation des différences individuelles dans une large variété d'activités. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, nos batteries de tests n'évaluent pas tout le modèle CHC, comme si certaines de ces aptitudes sont moins importantes que d'autres. Quand vous voyez, par exemple, quand vous avez le WISC, eh bien, si on prend l'édition 5, on a 5 indices. Chaque indice il comporte 2 sous-tests obligatoires, donc la compréhension verbale, l'indice de compréhension verbale, vous avez similitude et vocabulaire. Donc, dans cet indice-là, eh bien, vous avez ce qu'on appelle le GWM. Je vous ai dit, je vous ai mis ici la plupart des aptitudes qui sont évaluées par le WISC, donc pas toutes. Hein. Par exemple, la mémoire de travail ou la mémoire à court terme, c'est une des compétences évaluées par le WISC. Le GF, l'intelligence fluide, c'est une des compétences évaluées par le WISC. La mémoire à long terme, pareil, la vitesse de traitement ou la rapidité cognitive, etc. Voilà pour ce qui est des 3 conceptions de l'intelligence très rapidement, et je sais que c'est le temps qu'on a donné pour ça est peu par rapport à la complexité, en tout cas, de ces classifications ou de ces théories. Donc, l'importance, comme je vous ai dit, l'importance donnée à certaines aptitudes varie selon le contexte culturel. Et c'est là où on va voir que l'intelligence est liée ou déterminée culturellement. Elle est sculptée en fonction des exigences culturelles et sociales. Par exemple, si on va, tout à l'heure, vous m'avez pour la plupart donné, à chaque fois que je vous ai demandé quelle est pour vous la définition de l'intelligence, donc je suis surprise d'ailleurs, parce que quand je pose cette question aux étudiants de Grenoble, ils me donnent à peu près la même chose que vous. Alors, je m'attendais à des réponses plus différentes. Est-ce que c'est parce que peut-être l'intelligence au Maroc est plus proche de l'intelligence occidentale de par la situation géographique marocaine? Je ne sais rien, mais en tout cas, pas beaucoup de différence entre ce qu'on me dit à Grenoble et ce que vous m'avez dit. Donc maintenant, prenons un temps pour voir quelle est la conception de l'intelligence en Occident. Donc déjà, de toute façon, sont trop étalées. Hein. La conception de l'intelligence en Occident, c'est ce que je viens de vous raconter, les 3
conceptions les plus connues aujourd'hui dans la littérature. Mais il faut savoir quand même, donc voilà, ce sont des conceptions qui valorisent l'abstraction, la résolution de problèmes, la vitesse de la réalisation de la tâche. C'est tout ce que vous m'avez dit, hein. Donc voilà. Sans revenir sur ça, il faut savoir que ces conceptions ne sont pas universelles. Pas toutes les cultures considèrent ou valorisent les mêmes conceptions qu'en Occident. D'ailleurs, en Occident même, il y a des différences. C'est pour cette raison que je vous ai rapporté cette étude de Sternberg, un peu ancienne, mais qui est très parlante. Eh bien, Sternberg, il a posé des questions, on va dire, à des parents d'élèves et des enseignants à San José en Californie. Cette question, c'est tout simple, hein. Que signifie l'intelligence pour vous? Ou que signifie être intelligent pour vous? Donc, on avait des parents latino-américains, asiatiques ou anglophones. Les parents latino-américains donnaient beaucoup d'importance à des compétences sociales. Donc, jusqu'à là, regardez ce que je vous ai montré depuis tout à l'heure. L'intelligence en Occident, ça valorise beaucoup plus les compétences cognitives. Donc, les parents latino-américains donnaient de l'importance à des compétences sociales, alors que les parents asiatiques et anglophones donnaient de l'importance à des compétences cognitives. Ce sont les compétences cognitives pour eux qui sont valorisées et qui définissent l'intelligence, contrairement aux latino-américains. Alors, concernant les enseignants, eh bien, les enseignants qui représentent la culture dominante, donc voilà, les anglophones en tout cas, valorisent les deux à la fois, hein. Ils valorisent les compétences sociales et cognitives, en revanche, donnent beaucoup plus d'importance aux compétences cognitives qu'aux compétences sociales. Et du coup, on voit aussi que ces enseignants-là, qui sont représentants de la culture dominante, récompense plus les élèves qui ont été socialisés dans une vision de l'intelligence correspondante à la leur, c'est-à-dire une vision qui valorise plus les compétences cognitives et les compétences sociales. Donc c'est vrai que l'Occident valorise les compétences cognitives, mais aussi on peut trouver aussi au sein même de cette culture, qui est très vaste d'ailleurs, ne peut pas mettre l'Amérique, l'Europe dans le même panier. C'est beaucoup plus complexe que ça. Je suis désolée, comme je dois vous donner des informations en bref délai, donc voilà. On ne peut pas dire que tout l'Occident valorise ça, mais bon, l'Asie. Alors, la conception des Asiatiques donne l'importance plus sur le contrôle de soi, la spiritualité et la compréhension interpersonnelle. Par exemple, deux études que je vous présente ici, quand même plus récentes, qui sont des études qui comparent la population des enfants chinois aux enfants américains, qui les évaluent sur 3 types de tâches: l'inhibition, la flexibilité mentale et l'impulsivité. On voit que chez les enfants chinois, la performance en inhibition, cette capacité d'inhiber, cette capacité d'être moins impulsif est meilleure chez les enfants chinois que les enfants américains. Alors que d'autres études, pareil, hein, qui sont des études comparatives entre les enfants chinois et américains, qui évaluent toujours ces deux populations sur des tâches qui évaluent la mémoire de travail, l'inhibition, le contrôle attentionnel, on voit que les enfants chinois performent plus dans les tâches d'inhibition et de contrôle attentionnel. Donc voilà, dans cette culture où la discipline est très importante, on voit même que cela se voit même dans le fonctionnement cognitif de ces enfants. Donc voilà, comme je vous ai dit, la discipline est importante et c'est une des hypothèses qui est proposée par la littérature pour expliquer ces différences de performance entre les Américains et les enfants, les États-Uniens et les enfants. Donc, qui tiendrait au fait que les parents et les enseignants chinois valorisent plus le contrôle inhibiteur chez les enfants, et ce, dès le plus jeune âge. Donc, cette discipline, la discipline chez l'enfant, sa capacité à suivre les instructions,
et se concentrer sur une période prolongée, donc sur un même support, rester par exemple pendant une longue durée sur un même support, seraient toutes des exigences précoces dans la culture chinoise. Et en fait, ici, j'avais donné à ma collègue, madame Zobranitsky, une partie sur l'évaluation du trouble déficit attentionnel avec son hyperactivité pour voir à quel point aussi, il n'y a pas que l'évaluation de l'intelligence, donc ça va pour toute l'évaluation des fonctions, du fonctionnement cognitif. On va voir que il y a aussi des différences en fonction des cultures.